Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Herveline Denis, qui a créé le podcast La Petite Voix, qui interroge les thérapeutes. Donc, je suis très heureuse de se retrouver aujourd'hui, Herveline, pour ce premier épisode. Écoute, merci à toi, Anaïs, de me faire l'honneur d'être la première invitée de ton podcast au sujet prometteur. Merci, Herveline. Je souhaite t'interviewer pour savoir comment tu as surpassé les croyances limitantes que tu as pu avoir au cours de ton enfance, de ton adolescence ou même à l'âge adulte. Mm-hmm. Et comment tu les as dépassées et quelle inspiration tu transmets aujourd'hui. Alors, l'idée est d'abord de connaître ton histoire. Mm-hmm. Donc, si tu peux te présenter un petit peu. Oui, écoute, je m'appelle Herveline Denis. Comme tu l'as dit, j'anime le podcast La Petite Voix. J'ai 44 ans depuis quelques jours. Je suis... Joyeux anniversaire. Merci. Je suis donc française, comme on l'entend, mais je vis en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Voilà. Voilà pour la présentation générale. Super, merci beaucoup. Alors, première question. Donc, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu désirais le plus? Est-ce que tu avais un rêve ou plusieurs rêves? C'est une bonne question et en même temps, c'est une colle, puisque pour tout te dire, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Je ne sais pas quels étaient mes rêves. Je pense que déjà, à l'époque, quand même, j'étais animée par des envies de voyage. Ça, c'était quand même déjà très ancré, notamment parce que mes parents m'ont fait pas mal voyager quand j'étais petite. Donc voilà, ils m'ont donné ce virus du voyage. Et je pense que déjà, j'étais portée vers les autres. Enfin, en tout cas, j'étais curieux. Voilà, j'avais une grande curiosité. Et d'ailleurs, le premier boulot que j'ai eu envie de faire, c'était d'être journaliste, parce que vraiment, je trouvais génial de pouvoir, sous couvert d'un métier, finalement, assouvir sa curiosité, notamment des autres. D'accord. Et est-ce que tu as essayé de concrétiser ça? Comment tu as commencé en fait? En fait, j'ai pris des voies détournées, mais mon premier souhait professionnel, c'était d'être journaliste. Ça, je crois que c'était à peu près en troisième que j'en ai eu l'idée. Et puis après, j'ai fait un peu évoluer ça quand j'étais au lycée. Et finalement, après, je voulais devenir attachée de presse. Ne me demande pas pourquoi. Je savais même pas exactement en quoi consistait ce métier. Mais ça me plaisait, l'idée d'être dans ce monde de la communication et tout ça, qui n'était pas du tout dans ma famille, c'était pas du tout quelque chose. Mes parents étaient pas du tout dans ce monde-là, mais je sais pas, ça m'attirait. Donc c'est finalement comme ça que j'ai avancé. J'ai fait des études à Paris dans ce sens-là, et puis du coup mes premiers jobs, j'étais donc attachée de presse, et puis après, du coup, ça a dérivé vers de la communication plus globale, du marketing digital. Et ce qui est amusant, c'est que ces dernières années, en fait, c'est pas uniquement vrai dans mon cas, c'est une tendance de ces métiers-là. De plus en plus, tout ce qui touche à la communication et marketing, c'est devenu des métiers vraiment où on produit des contenus. Alors beaucoup à l'écrit. Et donc moi, j'étais ravie parce que finalement, je retombais sur mes pieds et mes premières amours avec cette idée d'être un jour journaliste. Donc mon métier m'a ramenée à ça. Et puis après, il y a eu l'histoire de La Petite Voix qui est arrivée dans ma vie il y a 3 ans. Et là, j'ai complètement assouvi encore cette envie-là et cette curiosité-là. Super. Donc, c'est vraiment en fait cette envie de transmettre quelque chose qui t'intéresse, qui te drivait en fait.
C'est ça. Oui, tu as raison, j'ai pas parlé de la transmission. En fait, je pense qu'il y a 2 pans dans cette curiosité-là. Il y a celle d'assouvir d'abord ma propre curiosité. Voilà, je suis la première cliente en fait de notamment je pense aux rencontres que je fais avec les thérapeutes dans la petite voix. Mais il y a aussi l'idée, et ça c'est génial, que ces rencontres-là, elles servent à d'autres. Voilà, d'où l'idée effectivement de la transmission. Tu as raison de le souligner. Et alors une question, est-ce que tu t'es sentie limitée d'une quelconque manière dans ton enfance, dans ton adolescence, par quelque chose, ou est-ce que tu sentais que quelque chose t'empêchait, voilà, de réaliser donc cette envie-là? En fait, j'ai envie de te dire oui, toujours, tout le temps et 40 ans après encore, bien sûr. Bien sûr, par exemple, j'étais très timide quand j'étais ado. Je le suis encore, mais je me soigne. Mais j'étais très timide. J'avais des amis et tout ça, mais je trouvais c'était compliqué pour moi de réussir à m'insérer dans un groupe d'amis, de pas gêner et tout ça. Donc vraiment, il y avait cette idée de la timidité qui était certainement qui m'empêchait de faire des choses. Et puis comment dire, comme nous tous, hein, j'ai été conditionnée par, je sais pas, la manière dont j'ai été éduquée, la famille dans laquelle j'ai grandi, l'éducation que j'ai reçue. Et donc, j'ai l'impression que le travail que je fais depuis peut-être plus de 20 ans maintenant, c'est de déconstruire tout ça petit à petit pour aller au noyau de qui je suis vraiment. Donc, c'est déconstruire plein de croyances à chaque fois. Comment, avec le recul, est-ce que tu arrives à savoir quelle conception, en fait, tu avais de toi-même à cette époque-là? Je pense que l'idée que j'avais de moi, je voyais bien que j'étais un peu coincée dans cette timidité et tout ça, que je m'empêchais. Je sais pas si c'était aussi net que ça, mais je sentais bien que quelque chose m'empêchait. Et en même temps, par contre, j'ai l'impression que c'était déjà présent très jeune. L'impression quand même que je pouvais croire en moi et que ça allait aller, quoi, que ce serait OK. Je sais Oui, pas que comment expliquer. tu arrivais à surpasser ça malgré tout, parce qu'il y avait quelque chose peut-être de plus fort que toi qui t'emmenait vers cette C'est ça, voie-là, en fait. c'est ça. En fait, D'accord. il y avait rien de spirituel à l'époque, hein. Je sais que beaucoup de mes invités me disent que déjà petits, ils avaient cette ouverture-là. Alors moi, j'ai aucun souvenir de ça. Et par contre, hem, je pense quand même que j'avais cette idée, que comme un alors je l'aurais pas du tout exprimé comme ça à l'époque, mais un truc qui faisait que j'avais une petite lumière à l'intérieur et que ce serait OK, quoi. D'accord. Et alors après ton bac, je crois que tu as fait un bac ES, on en a Ouais, parlé, hors absolument. Oh mon Dieu, antenne. et là, je suis en train de prendre 20 ans dans la tête puisque bac ES, je ne sais pas à qui ça parle encore, mais effectivement, j'ai fait un bac Si, ES. si, moi c'est encore de ma génération, Ah bac ES. merci! Merci Anaïs, je me sens mieux. Et tu m'avais fait part du fait que tu avais fait une école de communication donc à Paris, Ouais, absolument. et Ouais. cette période à Paris était, compliquée pour toi. Il y avait eu, il me semblait que tu avais fait une dépression et que tu pensais que tu ne parvenais pas, que tu n'allais pas parvenir à dépasser cette dépression. Ouais. En fait, je pense que ce qui s'est passé, et c'est facile de réécrire l'histoire, avec 20 ans de recul, mais donc moi, j'ai débarqué à Paris, j'avais 18 ans. En fait, j'étais j'allais dire j'étais pas finie, mais c'est un petit peu de ça, et je pense que je me sentais assez désarmée face à cette vie, à me lancer seule dans la vie. Alors c'était pas je dis pas ça par rapport à la logistique, voilà, j'avais mon petit studio et j'arrivais à gérer tout ça, mais c'était plus un peu la peur d'être, un truc assez paralysant de plonger dans le grand bain, et effectivement, peu de temps, enfin quelques dans les toutes premières années de cette vie parisienne, j'y suis restée quand même 10 ans. Il y a eu une période, vraiment, très, très sombre, vraiment noire, où je me suis sentie, très, très mal dans ma peau, effectivement très, c'était pas déprimée d'ailleurs, très dépressive.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu mes premiers échanges avec des thérapeutes. J'avais un médecin à l'époque qui me suivait beaucoup. Bon, très franchement, il réglait aussi beaucoup les problèmes avec les somnifères et les anxiolytiques, hein. J'ai été vraiment dopée à ça pendant quelques années. Oui, d'accord. Mais il y a vraiment un truc j'étais embourbée dans ça, dans ce mal-être. Et, et je crois que j'étais tellement mal que, en fait, j'avais aucun recul par rapport à ce que je traversais. C'est-à-dire que je pensais que ce mal-être-là, bah, en fait, ça allait me coller à la peau toute ma vie. Donc, c'est quand même pas, quand on a 20 ans, c'est pas très réjouissant comme perspective. C'est pessimiste, en effet. Ouais, c'est pessimiste, absolument. Et puis surtout, oui, je pensais que en fait, je pensais que c'était moi. Voilà, je pensais que ce truc-là, cette dépression-là, ce mal-être-là, c'était moi. Et vraiment, ça m'a duré quelques années. Il m'a fallu du temps pour m'en sortir. Et je pense que quand même, j'étais tellement perdue et paumée à l'époque que euh, j'ai pas, j'ai pas réussi à remonter aux causes profondes de ça. J'ai fait du travail pourtant avec ce psy, mais sans finalement que ça m'éclaire beaucoup. Voilà. Il a fallu après attendre de nombreuses années pour que je reprenne le travail et que je commence à y voir plus clair. Mais bref, du coup, ouais, c'était pas les premières années parisiennes n'étaient pas cool. Après, quand même, et c'est là où c'est formidable, c'est qu'il y a toujours un sursaut de vie. Et je reviens à ce que tu vois au début où, ben, en fait, on l'a tous au fond de soi, ce petit Si élan. mal-être. Et ouais, ou ce L'élan, bien-être, plutôt. ouais, voilà. Ouais, on a toujours L'inverse. cette petite lumière, mais parfois vraiment elle allume pas beaucoup, hein. Et ça avait été mon cas là pendant ces quelques années, mais en fait c'est là. Et donc du coup, petit à petit, tu sais pas pourquoi, un jour tu retrouves un petit peu de joie, un petit peu d'envie, un peu voilà. Et donc quand même, je suis sortie de ça. Et je pense que ça a enfin, à la fin de quand j'ai commencé à bosser, en fait, ça m'a fait du bien, j'ai aimé ce que je faisais, et du coup, ça m'a aidé, et j'ai commencé à reprendre un peu pied, et, j'étais toujours pas très bien dans ma peau, mais j'étais plus malheureuse comme les pierres, quoi. En fait, voilà, tu t'identifiais plus à cette dépression. Mais quel a été le moment de bascule, justement? Ben, je pense que c'est ce que je te raconte là. Je pense que c'est le fait d'avoir commencé à bosser. Et j'ai beaucoup aimé et le boulot, et puis surtout j'étais dans une petite agence de relations presse avec des collègues qui sont très vite devenues copines, attachées de presse, et je me suis sentie bien en fait dans cet environnement. Certainement que c'était assez sécurisant pour moi, et du coup j'ai retrouvé voilà, je pense que d'être dans ce cadre-là qui me convenait bien, ça m'a rendue plutôt à défaut d'être heureuse, en tout cas bien mieux. Et confiante, j'imagine. Ouais, oui aussi, absolument, absolument. D'accord. Et tu disais que tu aimais beaucoup voyager, déjà petite, et que tu avais envie de voyager. Est-ce que tu as fait un voyage qui a pu te conforter justement dans ce mieux-être? Alors les voyages, en fait, ils sont venus un petit peu après, c'est-à-dire que donc j'ai fait ces 10 années, presque 10 années de vie à Paris, et quand j'ai quitté Paris, c'est parce que mon dernier job, ça s'était mal passé, et donc là, vraiment, j'en avais ras-le-bol et je voulais partir, et je voulais partir notamment pour voyager et vivre aussi une expérience de vie à l'étranger. Donc là, j'avais 26, 27 ans, et en fait, j'ai quitté Paris, j'ai lâché mon appart, j'ai tout laissé, et je suis partie. Et là, j'ai enchaîné en fait plusieurs voyages, ce qui était génial. Un premier en Afrique où j'ai rejoint le frère d'une collègue. Donc le mec, je crois que je l'ai rencontré une seule fois, et on s'est rejoint au Zimbabwe. On a voyagé ensemble 2 mois. Est-ce que c'était 2 mois ou 3 mois? Bon, en tout cas, on a fait un immense périple, sac à dos sur les épaules, du Zimbabwe jusqu'au Kenya, en fait, en passant par le Malawi, la Tanzanie, Ah, et une génial. ascension du Kilimandjaro. Ouais, c'était génial. Et c'était, bah, franchement, c'était exactement ce que j'étais venue chercher après ces années de vie parisienne, et après cette dernière expérience professionnelle qui s'était mal terminée. Donc
Ça, c'était vraiment très chouette, ce moment-là en Afrique. Et Tu puis après, revivais. ouais, complètement. Et puis l'Afrique, enfin, en tout cas cette Afrique-là, qui est quand même très loin des guides touristiques et tout ça, c'est assez confrontant, mais dans le bon sens du terme, quoi. Là, j'étais à 1000 lieues de mes repères habituels, donc c'était génial, c'était génial. Qu'est-ce qui pouvait être déstabilisant parfois justement dans ces pays d'Afrique? Oh, écoute, tu vois, ce qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est que par exemple, quand on était au Zimbabwe, qui était par ailleurs c'est un pays hyper tendu d'un point de vue politique et militaire, hein, donc on faisait attention. En fait, on faisait pas attention, mais potentiellement ça pouvait être un peu dangereux d'y voyager. Et je me rappelle très bien, un jour, on était dans la capitale, et dans une espèce des fourgonnettes là où on monte à 15 entassés les uns sur les autres, voilà. Et on était dans cette fourgonnette et tout d'un coup, donc moi j'étais complètement squishée entre deux personnes là sur une petite banquette. Et en fait, m'est venue l'idée que au Zimbabwe à l'époque, je crois que c'était un adulte sur deux ou un adulte sur trois qui était séropositif. Et je me suis dit, Ah bah là, ma oui, cocotte, en fait, alors, j'ai pas du tout eu peur hein, de devenir moi-même séropositive, c'était pas ça. Mais du coup, là, je me suis dit, bah en fait, là, ça y est, t'es dans le grand bain, quoi. Et alors, confronté à une ouais, c'est maladie ça, déjà que tu ne connais exactement. pas et confronté Ex- à une population qui n'a pas du tout les mêmes moyens que nous mais oui, absolument, pour se soigner, absolument, oui, c'est sûr. exactement. Donc voilà, Et il y aurait plein d'autres trucs parce qu'enfin, je veux dire, l'Afrique, c'est quand même, c'est une autre planète, quoi. Et c'est magnifique, mais on a tellement pas du tout les mêmes codes. oui, bah oui, c'est sûr. C'est Hmm. très différent. Et alors, Ouais, ouais. tu es sortie donc changée de cette expérience et vers quoi tu as dérivé ensuite? Ah, bah, alors là, en fait, j'étais vraiment partie dans une phase de voyage parce que donc après le Zimbabwe, enfin après l'Afrique, pardon, je suis partie vivre pendant 6 mois au Pays de Galles, à Cardiff. Et là, c'était génial. J'avais 28 Très ans à l'époque et différent. en fait, ouais, alors moins confrontant d'un point de vue culturel et clairement, j'y étais avec une amie et une amie française et clairement, j'y ai vécu mes années étudiantes que j'avais pas vécu vraiment à Paris, quoi, voilà. Et donc là, on a beaucoup, beaucoup fait la fête, un peu étudié Ça quand fait même du parce que bien. c'était le but. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était vraiment des mois de légèreté et de joie et de lâcher prise et juste de fête, quoi. Voilà, c'était très, très Ah, chouette. c'est super. C'est Ouais, vrai que c'était la vie génial. étudiante, elle peut offrir ça beaucoup. Ah oui. Et tu m'avais également parlé hors antenne d'un voyage où justement là tu avais fait sauter beaucoup de croyances ou même tu n'avais carrément même pas de croyances, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine naïveté dans cette expérience. C'était ton voyage du Jura à Dakar en mobilette. Ah oui, oui. Alors juste pour revenir un tout petit peu en arrière et comme ça on complète tous les voyages, mais en fait le Pays de Galles et Cardiff, cette amie avec laquelle je vivais là-bas me dit: «Ah, j'ai trop envie d'aller un jour en Nouvelle-Zélande». Je dis: «Bah OK, écoute, si ça te fait plaisir, moi je suis d'accord pour te suivre». Et donc on est parti, sac à dos sur les épaules et puis en fait on a fait 1 mois en Nouvelle-Zélande, ce qui était magnifique. Le pays est vraiment incroyablement beau. Et puis, on avait enchaîné sur 2 mois en Australie. Et en fait, à la fin de ce voyage en Australie, j'ai rencontré Nicolas, qui est mon conjoint, en fait, qui est français, jurassien. Et on s'est rencontrés, en fait, en Australie. Voilà. Euh, D'accord. voilà. Donc, du coup, je suis rentrée en France et très vite revenue en Australie. On a fini notre voyage tous les deux. Et quand on est revenu en France, on avait déjà très envie de repartir. Et l'idée nous est venue, j'allais dire bêtement, en tout cas, vraiment, ce serait intéressant de refaire le fil de la conversation ce jour-là, mais en tout cas, on en est arrivé à l'envie de partir de France à mobilette pour aller jusqu'en Afrique. Et donc, on s'est organisé. Je me rappelle avoir négocié avec Peugeot pour les mobilettes et tout ça. Bref, on avait trouvé 2-3 petits partenaires et on est parti effectivement du Jura jusqu'à Dakar.
en mobilette. D'accord, excellent, Et, excellent. et effectivement, il fallait être. Dormi en tente? Alors, on a dormi en tente, je crois, je dirais jusqu'en Mauritanie, à peu près. Et après, une fois en Mauritanie, comme vraiment la vie ne coûte rien, du coup, on a dormi après dans les auberges de jeunesse ou dans les petits hôtels. Mais oui, en fait, parce que du coup, on a quitté la France, on a traversé l'Ardèche. Donc, on est parti du Jura jusqu'à l'Ardèche, le sud de la France, et puis après, on a traversé toute l'Espagne. En fait, on voulait vraiment faire le truc jusqu'au bout, donc on est allé jusqu'à, c'est même pas Gibraltar, je crois que c'est plus loin, c'est Tarifa, tout au sud de l'Espagne. Et puis là, on a pris un petit bateau qui nous a emmenés de l'autre côté. Donc, on est arrivé au Maroc, à Tanger. Et effectivement, tout du long, après, on était dans notre toile de tente. Je me rappelle même au milieu du désert, parce que quand même, du coup, entre le Maroc et le Sahara, il y a une grosse portion de désert à traverser. Il y a une seule route et je me revois dormir. On avait planté la tente. Enfin, d'ailleurs, on ne l'avait pas plantée, on l'avait posée sur un parking d'une station essence. Enfin, parce qu'évidemment, au milieu du désert, il y a pas de camping qui vous tende les bras, quoi. Ah non, il y a Donc, pas grand-chose, non. non, il y a pas absolument. On croise pas grand-chose. Donc, effectivement, il fallait être. Heureusement qu'on était naïfs. Parce que si on réfléchit trop, on le fait pas en fait. Ben oui, vous l'auriez pas fait, oui. Voilà. Et en même temps, franchement, il nous est arrivé quelques petites aventures, voire mésaventures, mais alors rien de grave. Donc finalement, heureusement qu'on s'est pas empêché de le vivre. Super. Et à ce moment-là, donc, durant tous ces voyages, qu'est-ce qui était le plus important pour toi? Oh alors là, eh ben, tu sais quoi? Je pense que justement, je me posais pas trop de questions. J'avais juste envie de profiter. Voilà, donc Voilà. le plus important, c'était de lâcher prise, de juste Mais vivre, en fait, ouais, c'est exister. ça. Mais tu sais, je pense qu'à l'époque, je me posais même pas la question de ce que c'était que lâcher prise, parce que du coup, justement, j'y étais tellement que, Qu'on n'y pense ouais, plus vraiment, après. Mmh. ouais. Non, c'est ça. C'était vraiment de profiter. Et puis, ben, toujours, je reviens à ce que je disais au début de l'entretien, mais cette curiosité, quoi. D'accord. Ben oui, c'est super important et c'est Ben, bien super sûr. beau aussi. Ouais, C'est le socle de la vie. absolument. Et hem et alors après, donc, vous avez décidé de partir vivre en Nouvelle-Zélande, hein, c'est bien Oh ça? là, alors non, en fait, après, il s'est passé, combien d'années il s'est passé? Il s'est passé peut-être, heu 12 ans, près de 12 Ah ans oui. en France, où on a eu une vie tout à fait normale et classique. Et moi, j'étais très, très heureuse aussi comme ça. Enfin, voilà, on a fait toutes les étapes normales de la trentaine, acheter une maison, un chat, un chien, avoir des enfants, un job. Voilà, et c'était très bien comme ça. La Nouvelle-Zélande, ça remonte à seulement ça fait que 2 ans. Ça fera 2 ans dans quelques jours. Donc, c'est tout récent. Mais on savait depuis très longtemps qu'un jour on viendrait vivre en Nouvelle-Zélande. Ça, par contre, Ouais, c'était écrit quasiment depuis le début de l'histoire, ouais. Ouais, c'était votre projet, oui, je me souviens, on avait absolument. parlé, Ouais, hors antenne. absolument. Hem et alors justement, est-ce que tu te souviens, d'un moment qui a pu être, extrêmement difficile pour toi, qui t'a beaucoup perturbé, particulièrement, voilà, difficile à vivre, donc une maladie, une dépression ou autre? Est-ce que tu veux qu'on parle du cancer du sein que j'ai eu il y a 3 ans, peut-être? Oui, parlons-en. Et pour autant, j'emploierai pas les mots que tu utilises, pour en parler. Donc j'ai eu un cancer du sein, qui a été découvert en janvier 2018. En fait, j'ai fait cette mammographie parce qu'on prévoyait justement de partir et de nous expatrier, et qu'on s'était dit: «On fait un petit check-up pour, s'assurer que tout va bien». Et donc moi, j'y suis allée vraiment, bah, comme souvent, très naïve, et alors vraiment sans peur ni crainte. Sauf que le radiologue a trouvé quelque chose, et bref, les tests ont confirmé qu'effectivement j'avais un cancer du sein. Et donc là, on s'est dit que notre projet d'expatriation, on allait le reporter de quelques mois. Par contre, c'était clair qu'on allait pas l'annuler. Enfin, et d'ailleurs, moi, ça m'a tenue après pendant les traitements, parce que du coup, j'ai eu tous les traitements classiques qu'on peut avoir pour un cancer du sein. Surtout quand on a 40 ans et que du coup les médecins prennent pas de risques, et ils te font un peu la totale. Donc j'ai été opérée 2 fois. J'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Donc évidemment, il y a eu des moments hyper rudes pendant cette année-là, hein. Je crois que les pires moments dans ces moments-là, c'est les moments d'attente où, voilà, quand on attend un résultat, ou je crois que un des pires moments aussi, ça a été l'attente avant la chimiothérapie. J'avais tellement peur. Enfin, je veux dire, on en entend dire tellement de choses et tout ça. J'étais vraiment très, 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 très flippée avant d'y aller. Finalement, je l'ai très bien supporté. Donc, comme quoi, voilà, encore une fois, croyance limitante. Donc, il y a eu des moments très rudes, mais ça a été une super année aussi parce que j'avais tout d'un coup l'occasion de prendre du temps pour moi sans culpabilité. Je dis ça parce que moi, j'ai 2 enfants qui sont encore jeunes. J'ai des jumeaux qui ont 7 ans. Donc, quand on est maman, le temps pour soi est quand même une denrée Très très, réduit, très rare. bien Voilà. sûr. Et du coup, là, j'avais décidé en étant malade de lever le pied, d'arrêter de travailler. En fait, j'avais quasiment complètement arrêté de travailler, ce qui me donnait du temps que pour moi, mon petit nombril et ma petite personne, ce qui est vraiment pas quelque chose auquel j'étais habituée. Et en fait, ça m'a Oui, fait un bien incroyable, quoi. dans nos sociétés, c'est vrai que c'est mal vu, presque, en fait, Oui, de prendre absolument. autant de temps C'est pour soi. Il faut une maladie, C'est finalement. ça. Et c'est pour ça, voilà, que je dis sans culpabilité, parce que là, pour le coup, personne de l'extérieur ne pouvait me faire le reproche de prendre ce temps-là pour moi. Et surtout, je ne pouvais pas m'en faire à moi-même le reproche, parce que moi, je suis la pire, ma pire ennemie, hein, comme Tyran, beaucoup le d'entre nous. tyran Voilà, oui, intérieur. tyran, c'est un bon mot, ouais, merci. Et là, du coup, le tyran pouvait rabaisser son claquet, hein. Je savais quoi lui répondre. Je lui disais, écoute, j'ai un cancer du sein, fais pas chier, quoi. Voilà, Ah, laisse-moi tranquille, voilà, oui, c'est ça. cette petite voix, donc justement pas celle qui nous aide, mais l'autre, celle qui nous tire Exactement, vers le bas. ouais. Là, La c'était petite plus facile de concierge, la ouais. faire taire. Mmh. Ah bah là, du coup, elle avait plus rien à dire. Et du coup, d'ailleurs, elle s'est beaucoup tue cette année-là. Et c'est pour ça que ça a été une année forte et très puissante en fait. Parce que je l'ai pas fait avec cette idée-là de je vais me reconnecter à moi-même, savoir ce que je veux et tout ça. C'était pas, mais je me suis octroyé du temps pour aller marcher dans les vignes. Ça, c'était quasiment tous les jours. Puisqu'à l'époque, je vivais dans le Beaujolais. Donc, du temps pour aller marcher dans les vignes, du temps pour méditer, du temps pour écrire, du temps pour lire et du temps aussi, bien sûr, pour aller voir les thérapeutes alternatifs qui m'ont vachement Ah! aidée. Et ben oui, voilà, qui m'ont Et beaucoup oui, aidée à l'époque. tu es allée voir une magnétiseuse, il me semble, notamment. Ah, alors oui, alors c'en est une et très importante d'ailleurs dans tout le parcours, mais c'en est une parmi, je sais pas, franchement, j'ai pas tenu la liste de tous ceux que j'ai vus cette année-là, mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, mais c'était génial et c'était nécessaire en fait, hein, Bien enfin, sûr, corps et donc esprit. Quand on absolument et soigne, donc les 2, la voilà. résilience est plus rapide, hein. Bah, bien sûr et puis surtout je pense que, c'était pas conscient comme ça, mais je pense que ça m'a permis de me sentir vraiment complètement actrice de ma guérison, quoi. Et j'attendais Mmh. pas, bien sûr, j'ai suivi tous les protocoles, de traitement qu'on m'a donnés. Il n'était pas question de remettre ça en question, mais par contre, moi, je faisais ma petite popote à côté avec mes thérapeutes et puis moi avec moi à travers les méditations et tout ça et du coup, je me sentais pleinement actrice. Je me sentais pas subir la maladie, quoi. Je me sentais pas victime de ça. Je sentais qu'au contraire, ça me donnait un élan pour être pleinement les 2 pieds dans ma vie, quoi. C'est vraiment beau parce qu'on serait tenté de tomber dans la victimisation avec ce type d'expérience. Bien sûr et franchement, Hem, je peux comprendre si tu as pas d'outils. Et quand je parle d'outils, vraiment de spiritualité, de rapport, enfin de philosophie dans ton rapport à la vie, si tu as pas ça, et ben, je peux comprendre que ce soit horrible et je me rappelle, tu vois, j'ai le souvenir d'un jour à l'hôpital en chimiothérapie, parler avec une femme qui devait avoir mon âge et c'était horrible pour elle parce que du coup, elle subissait complètement ça. Et donc elle était très, mmh. très malheureuse. Elle disait: «Mais pourquoi ça m'arrive? J'ai 40 ans, tu te rends compte? Et puis j'ai mon enfant qui comprend pas ce qui se passe et puis» et je voyais bien le désarroi dans lequel elle était et je comprenais en plus. Enfin, je veux dire, bien sûr que sur le papier, un cancer à 40 ans, ça f c'est pas cool, quoi.
bien sûr. Oui, ça fait peur, ça fait Voilà, vraiment peur. Et voilà, je pense qu'au plus on cherche une explication et au pire c'est. voilà. À mon Oui. avis, au moins tu l'acceptes comme toi tu as pu le faire, notamment en Mmh. te remettant en question et en ayant plusieurs prises de conscience. Je Oui, pense que c'est effectivement le meilleur moyen voilà, de pas trop l'écouter non plus, cette oui. Alors victimisation. oui, avec quand même une nuance par rapport à ce que tu dis. Moi, très, très vite et encore une fois, c'est ma recette à moi et je suis pas du tout sûre qu'elle s'applique à tout le monde, mais dans mon cas, j'ai eu besoin de mettre du sens sur ce que je vivais. Tu vois, je me disais: «Tiens, ça ça m'interpelle, pourquoi est-ce que j'ai un cancer du sein? Qu'est-ce que dans mon histoire Et ça, oui, qu'est-ce que ça veut qu'est-ce dire? voilà, qu'est-ce Oui. que ça raconte de mon histoire, de ce que je n'ai pas réglé et tout ça?» Et donner du sens, pour moi, c'était important et encore une fois, c'est ma recette, hein, mais pour moi, c'était important et ça m'a beaucoup aidée. Oui, mais en fait, enfin, moi, je fais une distinction entre essayer de comprendre pourquoi moi, c'est-à-dire comme si il y avait une condition extérieure qui venait nous Mmh. punir quelque part, Mmh. et le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et là, Oui, oui, pourquoi j'ai t attiré ça finalement? C'est-à-dire oui, pourquoi, et pour moi, c'est deux choses différentes, voilà. C'est oui, plutôt dans l'autre sens je que comprends. je voulais dire. Toi, effectivement, D'accord, la quête de sens, elle est vraiment, c'est une prise de conscience, en fait, de dire, bah, c'est pourquoi j'ai ça, attiré cet épisode-là? Est-ce que la vie n'est pas en train de me dire de prendre soin de moi ou de, voilà. c'est Ça, ça. c'est Ouais, effectivement une quête de exactement. sens qui est saine, finalement. Oui, Ou l'autre oui, est oui. beaucoup plus, tu vois, bah, pourquoi moi, en mode punitif, en fait. Oui, c'est ça et alors, vraiment, c'est important peut-être de le préciser, mais réfléchir à pourquoi est-ce que, j'ai un cancer et potentiellement, bah, pourquoi je l'ai déclenché, enfin, c'est ce qu'on dit un peu entre les lignes. C'est pas du tout un truc, un exercice, culpabilisant et pourtant moi je suis hyper forte en culpabilité, mais alors ça là-dessus, je l'ai jamais, je l'ai jamais perçu comme ça et au contraire, je me disais: «Mon corps, il est vraiment canon parce que lui, il sait qu'il y a un truc qui va pas et là, il est en train de me le signifier. Certainement qu'il a essayé de me le dire avant, j'ai pas entendu. Bon, bah, OK et ben, il est formidable parce que là, il est en train de me dire: "Là, Herveline, tu as pas voulu m'entendre? Et bah, ma cocotte, je te raconte, ce que j'ai sur le cœur, quoi." Et du coup, je trouvais ça, formidable, quoi. Et oui, c'est la beauté de, finalement, Ouais, c'est la beauté de l'expérience, c'est que tu as exactement. réussi à t'en servir. Oui, ah bah, complètement. Et à mettre en œuvre cette quête de sens d'ailleurs. Oui, bah, oui, du coup, sans et encore une fois, sans que tout ça soit anticipé, je pense que tu fais référence à la petite voix quand tu me dis ça. Effectivement, l'histoire de la petite voix, donc Heu, ce qui s'est passé, c'est que donc pendant ce cancer du sein, je marchais beaucoup et souvent et donc souvent quand je marchais, j'écoutais des podcasts et vraiment moi ça m'a vachement aidée, pendant les traitements. J'écoutais des choses qui m'aidaient justement à y voir clair dans la maladie et tout ça. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts et puis comme je t'ai dit, je voyais beaucoup de thérapeutes et puis un jour, je ne sais pas comment, mais tout ça s'est mixé et puis j'ai eu l'idée de faire un podcast sur les thérapies alternatives et avec des thérapeutes. Mais, hem j'ai bien senti que là, ça me dépassait un peu cette idée, hein. Je sais pas pourquoi, ça m'est tombé dessus un jour et surtout, c'est devenu, obsessionnel, en fait. Dans les jours qu'on suivit, je j'arrivais plus à dormir et tout ça, tellement j'avais hyper envie de faire ce truc. Ah Enfin, oui, c'est même pas que c'est j'avais hyper envie. l'excitation du projet Ouais, qui est à son paroxysme. ouais, mais c'est comme un élan où tu as pas le choix, tu vois? Et Oui, tu d'ailleurs, as vraiment envie d'essayer, et là, c'est plus fort que toi, oui. bah, enfin, je sentais bien que il y avait un truc là qui m'appelait, qui me dépassait certainement, à tel point qu'en fait, je me suis pas beaucoup posé la question de: «Oh là là, j'ai jamais parlé derrière un micro. Oh là là, les interviews, j'en avais faites dans le cadre de mon boulot, mais qui étaient à l'écrit, donc ça n'a rien à voir avec à l'oral». Je me suis pas posé toutes ces questions-là, en fait, parce que ça s'imposait à moi. Donc ça, c'est formidable quand ça vient de plus haut, ben, du coup, il y a plus beaucoup de croyances limitantes, tu vois? C'est Tu as pas ça, l c'est que là, tu as écouté ton intuition et Voilà. tu as cessé de faire confiance à ton mental, en fait, Oui, voilà, parce que là, exactement. c'était une situation où le mental te desservait de toute façon. Mais, bien Donc sûr et comme depuis le début avec, ce cancer, quand même, on l'a bien vu que j'avais réussi à le mettre un peu de côté. Bon, bah, là, du coup, tu vois, ça m'a ouvert comme une voie royale où j'avais le droit de faire un truc qui me plaisait, en tout cas qui me parlait puisque à l'époque je savais pas si ça allait me plaire, mais
C'était tellement évident, en fait, ça m'est tellement tombé dessus comme un truc qui s'aligne, tu sais, clac, clac, clac. Et voilà, quoi. Ah bah c'est beau, c'est super. Ouais, c'est chouette. Je pense que c'est le meilleur moyen justement pour inspirer, c'est quand peu importe les obstacles qu'on peut voir. Alors oui, notre mental nous en informe. Il nous dit, tu sais que là, tu sais pas enregistrer, tu sais que là, tu n'as jamais vraiment parlé derrière un micro. Oui, Ouais, c'est ça. mais c'est pas grave, je t'écoute pas parce que je sais que c'est plus fort que moi et de toute façon, si Voilà, j'essaye pas, je serais malheureuse de ne pas essayer. voilà. Donc Bah oui, et tu sais de quoi tu parles, hein. Toi qui es en train de oui, tout lancer à ton fait, podcast. Bah voilà, donc c'est génial de exactement. réussir malgré tout à se dire qu'en fait, OK, bah très bien, il y a des craintes et tout ça, bah why not? Mais ça n'empêche pas de le faire et je pense que c'est le point des croyances limitantes. En fait, bien sûr qu'on en a et on en aura toujours, donc c'est pas Bien grave d'en sûr. avoir. Ce qui compte, c'est qu'elles nous empêchent pas de faire les choses. Exactement, et qu'elle ne soit pas fixe, surtout, parce que c'est l'inconscient, il a une tendance à vouloir généraliser, il a une tendance à vouloir un avis sur tout, à se faire une idée sur quelque chose pour se Bien sûr, sécuriser. bien sûr. Mais en fait, il ne demande qu'à être remis en question, et Et c'est oui, là où c'est important pour nous de prendre conscience de ces croyances-là c'est ça. pour se dire, et si c'était faux, Et c'est tu ça. vois? C'est ça. Et si c'était C'est faux, et si finalement, tu vois, le dicton jamais 203, si finalement, en fait, et si ça n'a c'était pas de faux? sens, Ouais, tu vois? ouais, ouais. En fait, c'est juste ce que tu dis, c'est réussir à toujours faire ce pas de côté pour, essayer de voir les choses sous un angle qui est pas celui que notre mental a envie d'envisager. Exactement, Observer. exactement. Ouais. Et alors, aujourd'hui, quel est ton challenge actuel, le risque que tu souhaiterais prendre ou, et par quoi potentiellement, serais-tu freinée? Oh là là, beh, alors là, j'ai les 2 pieds dedans, et même plus encore, là-dedans. C'est que, donc la petite voix, j'ai eu l'idée il y a 3 ans. Elle est lancée depuis plus de 2 ans et demi. Et là, je sens bien que ce projet déborde. De toute façon, ça déborde depuis le début, puisque c'est un projet que j'ai mené, ces 3 dernières années, en plus, de mon travail et de ma vie de famille. Mais par contre, Heu, disons que pour un side project, il a toujours pris beaucoup de place, pas uniquement dans mon emploi du temps, ce qui est déjà une chose, mais dans mon cœur, dans ma tête, quoi. Voilà, je sens bien que mon Bien sûr. énergie, elle est complètement, vers la petite voix et là, j'ai senti là en début d'année qu'il était temps que je j'accepte ça, en fait et que j'accepte et que je fasse moi-même la bascule, en fait. Parce que je passe mon temps à attendre le micro à des thérapeutes qui m'expliquent qu'à un moment de leur vie, ils étaient pas alignés et puis ils sentaient bien qu'ils étaient pas Mmh. bien et puis ils avaient peur mais en même temps, il fallait y aller, donc ça a été douloureux et tout ça. Et en fait, ben, il y a un moment où moi je peux plus ne pas écouter ma propre petite voix, voilà. Et là, depuis le début de l'année, elle pousse un peu fort pour me dire: «Herveline, là maintenant c'est bon. Voilà, arrête de te cacher, et assume le fait que en fait, tu as envie de vivre de la petite voix, Ah pas super. ouais, pas pour gagner des milliers, des cents, mais parce Non, mais que pour vivre, c'est en pour en fait, c'est vivre ça, tout c'est simplement. ça. Oui, parce qu'en fait, la problématique, c'est de me dire, ben, si je veux être pleinement heureuse et épanouie dans ce que je fais, bon, j'ai la chance, j'ai trouvé, hein, moi je sais où je suis heureuse, hein, je suis, bah, là où je suis là, derrière mon micro, tu vois? Et donc du J'en coup, suis ben, ravie. qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, il faudrait que je puisse consacrer tout mon temps à la petite voix ou quasiment. Bon et ben, OK, donc si je consacre tout mon temps, ça veut dire que j'ai plus de revenus à côté, donc bah, il faut que les revenus viennent de la petite voix. Voilà, c'est ça la démarche. Et oui, Parce que j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de choses. Donc là, écoute, je suis vraiment dans ce mo donc tout ça, ça a quand même bouillonné beaucoup depuis le début de l'année. J'ai tourné autour, comment je vais faire, enfin, toutes les questions. Il y a du mental, bien sûr, qui me met des obstacles, dans le truc, mais il y a aussi des questions très pratiques, quoi. OK, bah, comment on vit de son podcast? Qu'est-ce que je peux faire? Et cetera. Et donc ça a commencé à prendre un peu forme, là, il y a 2 mois. Ouais, pas beaucoup plus, en fait, voilà. Et là, je suis en train de lancer la prochaine saison, la saison 4. Et donc l'idée, c'est maintenant de faire évoluer la petite voix pour qu'elle soit
évidemment un podcast, et ça ne changera pas, les entretiens avec les thérapeutes et tout ça, mais j'ai envie de faire plus que ça. Et donc, tu vois, je commence à organiser des lives pour rencontrer les invités, prolonger l'échange avec eux après la diffusion de l'épisode. J'ai envie d'organiser des cercles de parole. Je réfléchis aussi à proposer des services, mais tout ça est vraiment très embryonnaire. En fait, je suis pile, en fait, tu sais, là où je suis là, je suis au bord de la falaise et je suis en train de donner la petite impulsion pour sauter. Donc j'ai Ah, très mais c'est peur. Voilà. formidable. Oui, c'est formidable. C'est C'est à très la, flippant, hein. voilà, c'est à la fois le meilleur et le pire moment, je crois. Oui, voilà. Et ben, tu Parce sais, que voilà enfin on les. se lance, mais Ouais. on a plein de, en fait, on est en insécurité dans ce moment-là. Complètement. Ah ben alors là, bien oui, c'est exactement ça. C'est enthousiasmant, tu vois, parce que là, déjà, ces dernières semaines, j'ai pu consacrer beaucoup plus de temps que d'habitude à la petite voix, et je vois bien combien, oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse de ça, vraiment. Et puis le fait d'organiser des lives, du coup, je suis plus en lien avec mes invités, on se reparle et tout ça, et ça, je vois bien que j'aime beaucoup, beaucoup ça aussi. Ah, c'est super. Donc sans surprise en fait, hein, bien sûr que j'aime faire ça. Maintenant, est-ce que ça va trouver un écho? Et ben là, ça dépend plus seulement de moi. Ça va dépendre des personnes qui écoutent. Est-ce qu'elles vont vouloir aller un petit peu plus loin ou pas dans l'aventure? Voilà, ça va dépendre maintenant, tu sais, c'est un peu comme si je me présentais, j'ai un peu l'impression d'être à poil, et puis, ben, on va voir où ça va m'emmener. Mais au moins, Ah bah j'aurai pas de super. regrets. Bah, j'espère que ça va t'emmener loin en tout cas et que Merci. ce projet est illimité. Oui, en tout cas, moi, dans ma tête, les possibilités sont effectivement illimitées. Maintenant, voilà, il y a aussi la réalité, notamment économique. Est-ce que ça va coller? Voilà, les prochains mois, me le diront. Te le diront, oui. Ou alors de changer de stratégie si ça colle pas. Oui, absolument. Ah bah oui, 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 bien sûr. Non mais tu sais, je suis hyper têtue, donc si les idées que j'ai là ne prennent pas, c'est pas très grave. J'en trouverai d'autres. Voilà. Ah bah c'est une bonne qualité d'être têtu dans ces cas-là. Ouais, ça a du bon parfois. Alors, et pour la question finale donc du Ouais, podcast, ouais. penses-tu que nous sommes, en tant qu'êtres humains, illimités? Mais bien sûr, mais Ah évidemment. super, Bah avec oui. enthousiasme. Mais oui! Ah mais oui, 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 bien sûr. On se donne plein de limites et tout ça, ça c'est vrai, bien sûr. Mais en vrai, au départ, dans notre nature profonde et la plus défaite de tous nos conditionnements, mais bien sûr que tout est possible, évidemment. Pas n'importe comment. Voilà, il s'agit pas de. euh, c'est pas parce que la vie, nous offre des possibilités infinies que, tout va nous tomber tout cru dans le bec, hein. Enfin, tu vois, moi, je peux parler à mon guide ce soir et lui dire: «Bon, bah, maintenant, mon guide, j'aimerais faire, je sais pas, 10 000 € par mois avec la petite voix». Ça marchera pas. Je vais pas me lever demain matin avec 10 000 € sur mon compte en banque, tu vois? Bah Ça non, demande non, aussi bien un vrai sûr. travail, et le travail Mmh. fait complètement partie du process. Mais bien sûr que c'est illimité, et nos possibilités sont illimitées, et c'est drôle, tu me poses cette question-là au moment où, en ce moment, je suis dans un cycle, tu sais, les cycles de méditation, là, 21 jours avec Deepak Chopra sur le thème de l'abondance. Ah! Donc Ah! oui, voilà, évidemment, Bien voilà. sûr, oui. C'est super. L'abondance, en fait, c'est ce qu'il explique très bien. L'abondance dans la nature, elle existe de manière totalement naturelle. Un arbre ne se demande pas s'il va pousser, une fleur ne se demande pas si elle va éclore. Tout vient dans la nature en abondance. C'est que on est quand même livré comme ça au départ. Donc à nous de retrouver cette nature-là. Voilà, Exactement, et parfois l'abondance n'est pas là où on pense qu'elle devrait absolument. être. Ça, c'est tout à La fait vie est juste. surprenante. Moi, je l'expérimente beaucoup au Brésil, Eh oui. où je sens que, bon, déjà, du point de vue des fruits et des légumes, Eh ben oui. c'est En termes absolument d'abondance, là, hein. génial. Là, on est en plein dans l'abondance, mais aussi également dans l'aspect communautaire. En fait, je retrouve une forme d'abondance, de joie Ah, génial, hein. dans les chants, dans les danses, en fait, Ah, c'est simple finalement. Enfin, c'est pas si simple parce qu'ils connaissent tous les paroles de toutes les chansons. c'est génial. Et mais
j'appelle ça l'abondance parce que finalement, Ouais, il suffit pas de grand-chose bien pour, sûr. ressentir cette joie et pour se sentir, vraiment, tout simplement hyper heureux, en fait, Oh là au dé là. ça me fait sourire très naturellement Mais oui, quand je bah suis oui. avec eux, ouais, ouais. Ah, c'est génial. Oh là là, tu me vends du rêve, moi qui suis confinée depuis 3 semaines Ah avec, ouais, non, en mode, durée indéterminée encore. Donc là, bon écoute, tu sais quoi? Je ferme les yeux et j'y suis quoi. Ah, j'ai trop envie. oui, je te partagerai toutes mes photos, toutes mes Avec vidéos si tu le souhaites. plaisir, avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Herveline pour ce podcast super inspirant. Merci à toi de m'avoir reçue. Hem, Ça m'a beaucoup appris et je suis très heureuse de t'avoir reçue. Bon et ben écoute, Anaïs, merci beaucoup et puis longue vie vraiment à ton podcast. Merci, au tien aussi, hein. Je tiens à ce Merci. qu'il fleurisse d'autant plus. Merci beaucoup. Retrouvez les destins flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.